Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lodric Navratil, je suis enseignant à l'université Lyon 2 et chercheur au laboratoire environnement, ville et société. Et je vais vous présenter aujourd'hui ce travail qu'on a effectué, que je co-anime avec mon collègue Nicolas Rivière du LMFA, sur la question de la baignade et plus particulièrement aujourd'hui de la noyade en rivière urbaine. Donc travail aussi qui est mené en collaboration avec une riche équipe que je présenterai tout à l'heure, du studio IMU, d'où, alors j'ai pas fait exprès, ce matin je me suis habillé avec les couleurs de la présentation. Donc l'eau en ville, hein, dans les grandes villes, elle est présente, on la montre. Cette illustration un peu touristique là, le présente bien, l'illustre bien, je pense, avec des grands fleuves qui traversent la plupart des grandes villes, ou des lacs, ou des canaux, si vous voulez. Donc cette présence de l'eau, elle est très importante. Elle joue un enjeu, bien entendu, très important en termes de ressources, de ressources en eau potable, pour diluer aussi nos rejets, nos déchets, etc. Mais aussi en termes d'attractivité touristique, d'accord, par les multiples usages qu'elle permet. Et puis parmi ces usages, il y en a certains qui sont très anciens et qui consistent à aller se tremper, d'aller se baigner, ou en tout cas fréquenter les abords du cours d'eau, pratique qui est non autorisée, interdite dans la plupart de toutes les grandes villes, mais qui en 1930, vous voyez, là on est sur les bords du canal de Jonage, sur l'actuel périphérique, les berges étaient extrêmement fréquentées, il y avait des enfants, des hommes, etc., des personnes qui fréquentaient ces berges pour se baigner, pour se reposer. C'est aussi un lieu social, de sociabilité très important, pour se rafraîchir. Actuellement, c'est aussi un lieu très important, là cette photo elle est prise au niveau de la Fessine, donc avec les galets du Rhône, et puis bon, voilà, donc c'est des personnes qui restent en bord de l'eau pour se rafraîchir, notamment pendant les épisodes caniculaires qui se renforcent dans nos grandes villes, pour éviter ces fameux îlots de chaleur notamment. Et puis on a des villes aussi qui se densifient, donc potentiellement de plus en plus de monde le long de ces cours d'eau. Une envie aussi importante de nature, ça on l'a, je pense, un peu tous ressenti après le confinement. Donc une masse plus importante de personnes qui fréquentent ces abords, ces fonds d'eau en ville. Cette fréquentation, elle n'est pas que se tremper les pieds dans l'eau, elle relève aussi de défis, un peu de transgression, alors, parce que c'est interdit, par exemple, ici, de sauter des ponts. On se trouve à la Guillotière, en plein centre, avec le rôle des réseaux sociaux, qui peut être aussi très important dans l'émulation de ce type de pratique, qui est très dangereuse, je vous le rappelle, parce qu'il y a beaucoup de déchets d'encombrants, de trottinettes, d'anciens blocs de ponts de la Seconde Guerre mondiale qui se trouvent au niveau de ces ponts, et donc énormément d'accidents qui sont relatés. Donc ces pratiques-là, elles sont actuellement interdites dans les villes par arrêtés municipaux. Bon, c'est pas nouveau, hein, la chasse aux baigneurs, et puis en tout cas ceux qui se lavent dans l'eau, comme le relate cette gravure d'Honoré Daumier en 1839. Donc c'est pas nouveau, cette surveillance en pleine ville. Alors là, les raisons étaient plutôt liées à la pudeur, à une atteinte à la pudeur des honnêtes gens qui se baladent. Et actuellement, c'est plutôt lié aux aspects de pollution, de qualité de l'eau, d'accord, et de potentiel risque, donc danger, d'aller se baigner dans des eaux qui seraient souillées, donc, notamment par des agents microbiens. Donc historiquement, l'interdiction, elle est essentiellement liée en France, par exemple Paris c'est 1923, Lyon, je crois que c'est vers 1940-1950 que ces interdictions apparaissent. Historiquement liées à des rejets industriels importants, et puis de plus en plus donc, liées maintenant aussi à des mauvais raccordements des eaux usées dans les réseaux d'assainissement,
Des grands problèmes que met en avant aussi l'Observatoire des terrains en hydrologie urbaine, c'est les raccordements, mais aussi ces eaux pluviales, le problème de ces eaux pluviales qui viennent se mélanger dans les réseaux unitaires et puis déborder donc avec les eaux usées dans les milieux récepteurs, qui sont les milieux dans lesquels vont se baigner les gens. Là, on a un exemple alors, de drainage de ces eaux pluviales qui viennent du périph' et qui arrivent au niveau de la Fessine, ce même endroit où un peu plus bas les gens vont se baigner. Et donc ça pose des gros problèmes encore actuellement en termes de qualité d'eau de point de vue microbien. Alors c'est un enjeu très très fort, bien entendu, à la fois sanitaire mais aussi politique, hein, notamment en raison des enjeux des JO 2024, où l'idée c'est de remettre notamment je crois que c'est une des épreuves de triathlon dans la Seine à Paris, et donc qui a initié tout un travail en amont de correction de ces mauvais raccordements, de connexion, de diminution de ces rejets via les déversoirs d'orage dans les milieux récepteurs pour faire en sorte d'améliorer cette qualité de l'eau et rendre la Seine baignable donc en 2024. Pour le Rhône, il y a des enjeux alors spécifiquement à moyen long terme, plus délicats, qui portent sur la thermie du Rhône. Avec le réchauffement climatique, la température du Rhône va augmenter, les débits sont attendus aussi en forte baisse, donc la capacité de dilution sera aussi bien moindre, et donc se pose la question de cet enjeu-là de pollution de l'eau, de nos fleuves, en raison de ces facteurs. Bien, alors cette question de la pollution de l'eau, elle n'intervient pas toute seule, hein. On peut avoir aussi potentiellement des conflits d'usage, notamment avec la navigation. Autre chose, un autre danger porte sur l'hydraulicité, le courant, l'hydraulique en fait, et notamment du Rhône. Dans le Rhône, on a des courants qui sont très très forts, des contre-courants, on a des profondeurs aussi assez importantes. Ces courants, ils sont pas nouveaux, ils sont anciens. En 1900, on appelait les grands courants du Rhône les meuilles, dont il fallait savoir s'échapper en fait pour éviter d'être en danger. L'autre facteur aussi de danger, c'est la turbidité de l'eau. Hein. Si une personne se noie ou disparaît, pour aller la retrouver dans de l'eau qui est très turbide, c'est très très délicat. Et je vous ai parlé tout à l'heure des encombrants qui se trouvent au fond de l'eau, et notamment sous les piles de pont où les jeunes peuvent sauter. Voilà, certains endroits, si on va se baigner ou si on a des difficultés, on peut éprouver des difficultés à remonter sur les bords du Rhône, parce que les berges, elles ne sont pas forcément bien aménagées, où il n'y a pas d'endroit pour s'échapper éventuellement d'un éventuel danger. Donc, ce qui m'amène sur ce sujet du risque donc, de la noyade dans le Rhône et de la Saône à Lyon. Et pour l'illustrer, je vous présente un ouvrage que je trouve très intéressant qui s'appelle « Corps submergé, corps englouti, une histoire des noyés de la noyade de l'Antiquité à nos jours ». Donc bien entendu, ce n'est pas un risque qui est nouveau, c'est un acte de colloque, d'accord, d'historiens qui nous éclaire beaucoup en fait, sur l'imaginaire, les représentations et l'histoire de la noyade à l'international. Plus spécifiquement, je fais un focus maintenant sur Lyon. On recense à peu près, alors c'est le SDMIS, les pompiers plongeurs, qui recensent à peu près une centaine d'interventions par an sur Lyon, entre le Rhône et la Saône, avec environ 25 victimes par an qui ne sont pas sauvées tout de suite en surface, donc ils vont couler, et seulement parmi ces personnes-là qui coulent, seulement 4 vont pouvoir être récupérées. Donc, ce qui représente à peu près une vingtaine de décès par an, à mettre en face aussi des données statistiques de l'OMS au niveau mondial, c'est à peu près 1000 décès par jour, toutes causes confondues, bien entendu, c'est pas que lié à la baignade, et pas non plus que dans les fleuves, c'est dans les océans, mers, lacs, piscines, etc. Donc une vingtaine de décès par an, qui entraînent bien entendu
au-delà de la victime, des traumas, pour les personnes qui sont la famille, les amis, les secouristes également, qui vont pouvoir réfléchir ces personnes parfois plusieurs jours après, ou les personnes qui les découvrent, mais également les témoins de ces accidents, voire les personnes qui les incitent. Quand on like sur les réseaux sociaux pour que la personne, elle saute en fait d'un pont de 20 mètres, ou parfois des clappings pour encourager en fait ces pratiques-là, et ces personnes-là se dispersent après fortement dans la foule. Donc voilà, il y a tout un ensemble de problèmes, donc de traumas qui peuvent se poser. Donc ces questions-là, on les a évoquées dans un studio depuis 2-3 ans, qui s'intitule La baignade en rivière urbaine, une solution pour nos villes en réchauffement. La particularité de ce studio, c'est qu'il a été initié par une question initiale du SDMIS, qui est venu nous interroger donc avec l'INSA sur comment améliorer les techniques pour retrouver les personnes que l'on ne retrouve pas, les 20 personnes que l'on ne retrouve pas au fond de l'eau en plongée. Donc une question très technique, mais que l'on a ensuite cherché à ouvrir à plusieurs laboratoires. Donc petit à petit, on s'est constitué un consortium de différentes disciplines, donc un consortium fortement interdisciplinaire, l'ensemble des disciplines qui sont couvertes, entre les sciences physiques, de la nature, et puis également des SHS, et aussi une multiplicité des praticiens qu'on peut rencontrer, en tout cas localement. Pour faire vivre cette interdisciplinarité, on a organisé des balades urbaines, organisées par les praticiens, et autour desquels, en fait, peuvent discuter les chercheurs avec les praticiens, etc. Donc on a eu le SDMIS qui a organisé quelque chose, une association aussi de baigneurs, le musée d'histoire de Lyon, etc. Ce studio est organisé autour de deux questions, deux axes importants. Première, qui est de gérer la pratique actuelle et le risque de la noyade, autour des questions de qui est la victime, comment vient-on à se noyer, comment mieux secourir une victime, comment améliorer les techniques de secours, en cas d'issue fatale, comment et pourquoi retrouver le corps, et un deuxième axe qui porte plus, lui, sur le long terme, à savoir comment définir la baignade en rivière urbaine de demain, on se projetait en 2030. Donc quelles étaient les pratiques et les raisons de leur arrêt, quel intérêt pour la ville de venir se baigner, ou de donner une offre en fait, de baignade, pour quel public, quel type d'aménagement. Voilà. Donc ça a donné lieu à un certain nombre de projets engagés ou déposés, projets de master, de thèse, notamment avec une collaboration avec Liège, l'Université de Liège, pour laquelle il y a une thèse qui a démarré, et puis une thèse ici cofinancée entre IMU et puis H2O, celle de Célia Magakian, dont je vais revenir rapidement sur 2-3 résultats, et puis le dépôt en 2023, donc d'une ANR, ARPO, essentiellement centré sur ce premier axe. Donc, rapidement, premier résultat sur l'épidémiologie de la baignade sur Lyon. Célia a permis de définir assez clairement les hotspots et les hot moments, les endroits un peu chauds d'incidents, et les moments où quand ça arrive. Voilà. Pour essayer de mettre en relation, au niveau spatial et temporel, ces incidents dans notre ville. Donc ce qui apparaît, c'est qu'on a clairement en fait, des hotspots d'incidents, de noyades, et puis également, on a une variabilité aussi interannuelle qui peut être forte, et notamment très fortement liée au climat, aux températures qui peuvent être observées. 2021 était une année, rappelez-vous, très pluvieuse, et le nombre d'incidents a diminué de fait. Donc une relation assez forte avec la température, que l'on observe ici dans cette composante saisonnière. Ici on a les mois de l'année, en mai, juin, juillet, août, on a une forte accidentologie. Dans les mois de la semaine, on vient de repérer aussi, et puis également à l'échelle de la journée. Donc cette base de données qu'elle a constituée, elle est assez unique, parce qu'elle est vraiment partie des archives du SDMIS depuis 5, 6, 7 ans, et elle est venue compiler toutes les informations qui étaient relatées sur chacun de ces accidents. Donc là, l'idée, c'est de venir fournir une sorte de modèle de base de données qui permettrait ensuite à d'autres services de secours dans d'autres villes. Donc là, ça commence à inspirer la ville de Paris, Bordeaux, etc., par le concours justement du SDMIS, pour exporter ce modèle de base de données et pouvoir définir beaucoup plus clairement et précisément l'épidémiologie en lien avec la structure de la ville ou des événements particuliers, festifs, dans cette ville.
Deuxième travail, les pompiers plongeurs, quand ils vont rechercher un corps, ils ont besoin de savoir précisément qui a plongé, est-ce que quelqu'un a plongé, parce que c'est pas une trottinette déjà, et où la personne est tombée précisément pour lancer des secours et lancer leur travail de recherche. Et quelque chose de très important à ce niveau-là, c'est le biais du témoignage. Donc Célia, elle a travaillé par vidéo-questionnaire, en interrogeant à peu près une centaine de personnes en amphi, pour recueillir des informations sur une vidéo qu'elle voit, donc qui a été complètement fabriquée, hein, c'est un pompier là qui saute, et donc elle a recueilli tout un ensemble d'informations qui permettent de mieux cerner ces biais de témoignage. Troisième axe de son travail, c'est modéliser, représenter la dérive d'un corps. Si un corps, une fois qu'il a disparu sous l'eau, comment on va faire, quel type de secours on va mettre en œuvre pour venir rechercher cette personne-là. Donc il y a des essais qui ont été effectués en fosse, avec des plongeurs, avec un apnéiste, et puis un mannequin, puisqu'on utilisera quand même un mannequin, on ne sera plus l'apnéiste pour la suite, et l'idée c'est d'arriver à avoir un mannequin qui représente, qui soit le plus proche possible, si vous voulez, du modèle humain, pour pouvoir ensuite lancer des tests en in situ, pour regarder un peu comment il se déplace en fonction des caractéristiques de rugosité du fond, de vitesse d'écoulement, de débit, etc. Bien, dernier output de ce travail-là, c'est l'organisation d'un colloque, Regard croisé sur la baignade en rivière urbaine, qui a eu lieu en décembre 2022, grâce au concours d'IMU, qui nous a permis de structurer au niveau national un début de réseau, si vous voulez, autour de la baignade en ville. Donc ça a permis de rassembler un certain nombre d'acteurs opérationnels et recherche autour de cette question. On a eu des retours donc, sur de nombreuses villes, différentes villes en France, qui est permis d'être très très riche, de montrer en fait, la très grande diversité aussi des cas d'études. Et cette structuration continue avec l'organisation d'un colloque en décembre autour du droit de la baignade et droit à la baignade face au changement climatique. Et je conclurai sur cette dernière image. Donc c'est un article, une coupure de journal de Genève. Là, on est dans le Rhône, le même Rhône qui coule à Lyon, d'accord, et les gens se baignent librement, la baignade est autorisée, et j'aime bien le titre, hein, l'État veut booster les baignades dans le Rhône. Bon, c'est toujours un peu claquant, bien entendu, mais ça montre en fait que comprendre la noyade, comprendre la baignade, comprendre la noyade, nécessite aussi de bien comprendre les perceptions, les représentations des gens, des opérationnels, des politiques, d'intégrer aussi les facteurs historiques, d'intégrer les facteurs, bien entendu, la réglementation, les facteurs socioculturels, afin derrière de mieux comprendre ce risque de noyade de manière complète, d'essayer de le définir, de cerner au mieux, afin de planifier sur le long terme des actions de surveillance, des actions de prévention, de secours, etc. Je vous remercie. Aldric, est-ce que vous avez identifié une ville en France, au moins une ville de taille raisonnable, dans laquelle la baignade est courante, autorisée, encadrée, réelle? Non. Ah, Nicolas, je tourne vers toi. Non, elle est interdite. Elles sont interdites par arrêtés municipaux. Si ce n'est pas le cas, souvent c'est la préfecture, ce que j'ai compris, qui prend le relais. Mais il y a bien entendu des envies, et là c'est plutôt faut se tourner vers le politique. On avait notamment un des cas d'études qui se trouvait à Metz, où le maire, pour d'un point de vue politique, montrer que moi j'arriverai en fait à me baigner dans ma rivière, la rivière qui traverse ma ville. Je me baignerai, donc il s'est fait photographier en se baignant et justement en mettant un peu face à ses responsabilités le maire de Paris, quoi. Et est-ce que t'as l'impression que c'est parce que les qualités des eaux sont moindres que dans d'autres endroits? On parle beaucoup de la Suisse, hein, qui est très, très en avance. Ou est-ce que c'est un peu trop de réglementation, notre vision très jacobienne française? Ben là, on a un héritage en fait des années 20, des années 30, 40 quoi, sur cette interdiction. Maintenant, alors là, j'ai pas trop d'avis à donner parce qu'il faudrait déjà avoir
un état des lieux sur la contamination de nos eaux, notamment, alors pas tant sur les micropolluants, mais plutôt sur les aspects microbiens. C'est ce qui, en tout cas sur la partie baignade, pose le plus de problèmes. Mais on est vraiment là-dessus, on travaille là-dessus avec le groupe là, qui se montre au niveau du colloque. Alors, il y a des biologistes, des pathogènes qui travaillent qui travaillent sur ces questions-là. Et on a du mal à faire le point, forcément, parce que ces pollutions, elles sont extrêmement variables. Elles varient en fonction de la position des déversoirs d'orage, en fonction des événements d'orage, du type de raccordement, etc. Donc non, la question, elle n'est pas du tout tranchée. Puis on n'est pas encore sur de la baignade en ville autorisée. Et puis voilà. Je pense que ça va continuer un petit peu comme maintenant, c'est-à-dire que l'État, en tout cas les municipalités, elles vont chercher à encadrer, pas forcément punir cette activité-là, sauf s'il y a vraiment des grosses prises de risques, hein, donc ça, je pense au saut de pont ou des choses comme ça. En tout cas, vu l'afflux de personnes, ce sera assez difficile à contenir. On va prendre une dernière question, sinon on va commencer à prendre du retard. C'était juste une remarque, je trouve que la baignade et la noyade du coup en règle générale urbaine, c'est une vraie entrée pluridisciplinaire et intéressante, et ça nous pousse aussi à avoir une vision un peu globale et spatiale, ce qu'on a dans l'outil en fait en volonté de regard. Il faut qu'on ait une vision plus macro, et on voit l'interaction de tout ce qui est déverseur d'orage, tout ce qui est politique réglementaire, parce qu'on voit qu'il y a la directive cadre européenne ERU qui va bientôt sortir, et ça va nous poser encore plus de questions, je crois, sur cette partie baignade. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir un lieu de fédérateur et une thématique un peu nouvelle, un regard un peu nouveau sur la pollution grâce à la baignade.